Après le drame de Shibuya, Suguru Geto, dont le corps est manipulé par un exorciste millénaire nommé Kenjaku, libère sur le Japon des millions de fléaux, après avoir scellé le plus puissant des exorcistes modernes, Satoru Gojo. De plus, tous les exorcistes du passé avec qui il avait conclu un pacte lors du millénaire précédent vont pouvoir à nouveau s'incarner dans le corps des civils à qui il a fait ingérer un objet maudit. Et les humains possédant un sort inné vont donc aussi s'éveiller à leur propre pouvoir. Ne jurant que par le chaos, Kenjaku, après le drame de Shibuya, fait naître un nouvel âge d'or de l'exorcisme, où seuls les plus puissants pourront survivre. Face à ce cataclysme sans précédent, Tokyo est complètement déserté par les habitants face au massacre causé par les fléaux. Au QG de l'exorcisme, la faute de cet incident revient directement sur Gojo, qui devient banni du monde de l'exorcisme avec l'ordre formel de le laisser sceller. Le directeur de l'école, Masamichi Yaga, est quant à lui condamné à mort pour avoir encouragé le plan de Gojo, ce qui a mené au drame de Shibuya. Quant à Yuji, qui est le réceptacle de Sukuna, son exécution n'est plus en sursis, avec l'ordre immédiat de l'éliminer. Yuta Okotsu, étant devenu un exorciste de classe S, est donc désigné pour appliquer la sentence. Au même moment, dans le clan Zenin, Naoya, le plus gros misogyne de l'œuvre, vient attendre la mort de son père pour hériter du statut de chef de clan. Et une fois le décès de Naobito confirmé, son testament est dévoilé. Il confie le clan Zenin ainsi que toutes ses possessions à son fils Naoya. Cependant, dans l'éventualité où Gojo serait mort ou scellé, selon l'accord passé avec Toji Zenin, Fushiguro Megumi deviendrait le nouveau chef de clan. Frustré par cette clause inattendue, Naoya ne compte pas laisser son rang de chef à quelqu'un d'autre et s'empresse de le rejoindre, prétextant l'élimination de Yuji. Quant à Yuji, encore marqué par l'incident de Shibuya, il ne peut se défaire de l'idée que c'est lui qui est responsable de tous les morts provoqués par Sukuna. Shozo, qui s'avère être le demi-frère de notre héros, lui pardonne la mort de sa propre fratrie et compte l'aider à éliminer les fléaux. Yuji, en plein Tokyo, attire donc plusieurs fléaux à lui afin que Shozo puisse les éliminer en un coup avec son pouvoir. Quand soudain, Naoya débarque à la recherche de Megumi. Yuji apprend alors que sa peine de mort est rétablie, avant que Naoya n'engage le combat. Utilisant la même technique que son défunt père, Naoya fait part d'une vitesse impressionnante, déstabilisant les deux frères dans ce combat. Mais quand l'héritier des Zenin s'apprête à passer à la vitesse supérieure, une incroyable pression vient écraser les trois exorcistes. Yuta vient d'arriver pour l'exécution de Yuji et demande qui sont les alliés de notre héros. Pendant que Naoya se dédouane, Shozo, lui, se prépare à couvrir la fuite de son frère. Après ce combat, Yuji finit donc transpercé par la lame de Yuta, le laissant pour mort. Quant à Shozo, il subit de plein fouet la vitesse de Naoya, qui utilise aussi la technique de propulsion des 24 images par seconde. Seulement Shozo est bien déterminé à rester debout dans cet affrontement. S'il se bat ainsi, c'est pour protéger son frère, alors que contrairement à lui, Naoya exècre sa fratrie, dégoûté par leur faiblesse. Dans ce combat, où ces deux visions s'opposent, Shozo déverse un torrent de sang provenant de ses blessures. Étant à l'origine un embryon mi-humain, mi-fléau, créé par Kenjaku, Shozo peut convertir son énergie occulte en sang et ainsi ne pas mourir de ses propres techniques. Dans ce déferlement d'hémoglobine, Naoya se retrouve ralenti par le poids du liquide sur ses vêtements et finit pris au piège par Shozo qui a disposé son sang comme des grenades à fragmentation, explosant violemment sur Naoya. Seulement, avant que le combat ne se termine, Yuta est de retour, traînant le corps sans vie de Yuji et neutralisant Shozo en un seul coup. Le combat est donc terminé. Naoya, gisant sur le sol, se rend alors compte que le sang de Shozo est en train de l'empoisonner, car il est similaire à celui d'un fléau.
Yuta propose alors de le soigner avec son sort d'inversion, à l'unique condition que ce soit lui qui annonce la mort de Yuji au quartier général de l'exorcisme. Un souvenir refait alors surface, celui de Itadori Jin tenant son fils Yuji dans les bras. On comprend que celui-ci désirait un enfant plus que tout, avant que son épouse Kaori ne décède. Mais celle-ci semble être revenue mystérieusement à la vie avec une cicatrice à la tête. Vous l'aurez compris, la génitrice de Yuji n'est autre que Kenjaku lui-même, l'ayant conçu dans l'unique but qu'il serve de réceptacle à Sukuna. Et c'est la raison pour laquelle notre héros a acquis une force démesurée dès son enfance. Que ce soit dans JJK ou dans la vraie vie, chaque famille a une histoire à raconter. Et je vous propose de découvrir la vôtre avec le sponsor de la vidéo qui n'est autre que MyHeritage. Comptant déjà plus de 90 millions d'utilisateurs à travers le monde, partez à la découverte de vos origines en quelques clics. Créez votre propre arbre généalogique à partir de vos connaissances. Et grâce à la fonctionnalité Instant Discoveries, l'équipe de MyHeritage s'occupe de trouver les liens qui vous relient à vos ancêtres, avec leurs plus de 36 milliards de documents historiques et archives dont ils disposent. À titre personnel, j'ai pu remonter jusqu'en 1738. L'année de naissance de Éloi Joseph, mon ancêtre direct, sur 7 générations. Pour vous donner une idée, à cette époque, c'est encore un roi qui dirige, pour le coup ici Louis XV. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez aussi améliorer, coloriser et même animer vos anciennes photos pour retranscrire au mieux les moments de vie de votre famille. Ça, par exemple, c'est une photo de mon grand-père quand il est rentré chez les parachutistes dans l'armée française. Avec les outils de MyHeritage, je peux améliorer cette photo et lui redonner la couleur qu'il y avait quand elle a été prise. Faites comme moi et partez à la recherche de vos origines, qui sait, peut-être que d'incroyables surprises vous attendent. Téléchargez MyHeritage en passant par mon lien en description et bénéficiez de 14 jours d'essai gratuit. Merci à eux de soutenir la chaîne et reprenons la suite de Jujutsu Kaisen. Yuji se réveille alors de ce sombre souvenir, devant Yuta veillant sur lui. Plusieurs mois avant qu'il ne soit scellé, Gojo avait demandé à Yuta de veiller sur Yuji en cas de problème. Et s'il l'a tué, c'est pour respecter le contrat qu'il avait passé avec le QG des exorcistes. Mais à la seconde où le cœur de notre héros s'est arrêté, Yuta a utilisé son sort d'inversion pour le soigner. Yuji ne comprend alors pas pourquoi Yuta s'est donné tant de mal, jugeant qu'il mérite la mort après ce qu'il s'est passé à Shibuya. Yuta comprend alors pourquoi notre héros ne s'était pas donné à fond durant leur combat, car il ne sait pas encore s'il doit vivre pour sauver plus de gens qu'il n'en a tués ou mourir pour ce qu'il s'est passé. Quoi qu'il en soit, Megumi est de retour pour demander l'aide de son ami, car Kenjaku a mis en place un combat à mort entre exorcistes nommé la Traque Mortelle, et Tsumiki, la sœur de Megumi, est d'ores et déjà piégée dans ce jeu sanguinaire. Yuji, sentant que Sukuna prépare un sale coup vis-à-vis de Megumi, fait donc promettre à Yuta de l'exécuter sur le champ si Sukuna venait à reprendre le contrôle de son corps. Pour en savoir plus sur cette traque, nos héros partent demander conseil à Tengen, vivant dans les profondeurs de l'école d'exorcisme. Une fois arrivés à l'école, nos héros retrouvent Maki et Yuki qui les attendaient. Grâce à Shozo, ils parviennent à rejoindre l'entrée du temple de Tengen. Là où il y a 11 ans, Riko Amanai, le plasma stellaire, a été abattu par Toji Zenin. Seulement, pénétrant dans le temple principal, il n'y a plus rien. La barrière de Tengen semblait rejetée, du moins jusqu'à ce que Tengen lui-même fasse son apparition. Depuis 500 ans, Tengen dresse toutes les barrières du Japon protégeant les civils des fléaux. Mais bien qu'il soit immortel, cela ne l'empêche pas de vieillir. C'est la raison pour laquelle il a besoin de fusionner avec un plasma stellaire pour maintenir sa conscience. Seulement, il y a 11 ans, Toji, en tuant Riko, a interrompu ce rituel, accélérant le vieillissement de Tengen, se rapprochant de plus en plus du fléau que de l'humain. Ce qui est un problème, car avec les capacités du corps de Geto, Kenjaku pourrait l'absorber et avoir le contrôle de toutes les barrières
pour forcer les non-exorcistes à évoluer. S'il a lancé la traque mortelle, c'est pour préparer cette assimilation afin de charger les barrières de Tengen en énergie occulte. Tengen compte donc faire part à nos héros de ses connaissances concernant la traque ainsi que le moyen de libérer Gojo. Sa seule condition en échange est que 2 d'entre eux restent au temple pour le protéger de Kenjaku. Shozo et Yuki choisissent donc de rester. Tengen donne alors à nos héros l'envers de la Gokumonkyo, qui scelle actuellement Gojo. Mais pour l'ouvrir, ils auront besoin du pouvoir d'un des participants de la traque mortelle, capable de rompre tous les sorts, un exorciste du passé surnommé l'Ange. Il est maintenant temps pour moi de vous expliquer les règles qui régissent cette traque mortelle. Au sein du Japon, 10 barrières de Tengen servent de porte d'entrée à la traque, avec un délai de 19 jours pour que les exorcistes s'y rendent. Sans quoi, ils seront privés de leur technique d'exorcisme, ce qui signifie pour eux la mort. La traque fonctionne selon un système de points que l'on gagne en tuant d'autres participants. Les exorcistes valent donc 5 points et les non-exorcistes 1 point. Au bout de 100 points, un joueur peut ajouter une nouvelle règle au jeu si elle ne rentre pas en contradiction avec celle déjà établie. Toutefois, si le score d'un joueur reste inchangé pendant 19 jours d'affilée, il perdra là aussi sa technique d'exorcisme. Afin de se préparer pour ce Battle Royale, Maki part chercher des armes maudites chez les Zenin grâce à la position de chef de clan de Megumi. Yuta, quant à lui, compte rentrer au plus vite dans une des barrières de la traque mortelle pour récolter un maximum d'informations et protéger le plus de personnes sur place. Ayant besoin de mains fortes pour couvrir plusieurs arènes, Yuji et Megumi partent alors à la recherche d'Akari Kinji, un élève de 3e année actuellement exclu de l'académie, qui serait tout aussi puissant que Yuta. Chacun de nos héros part donc de leur côté, afin de préparer leur entrée dans cette traque mortelle. Au même moment, dans une salle de spectacle de Tokyo, un humoriste du nom de Takaba fait un bid complet durant son show. En pleine remise en question sur ses capacités, après les critiques de son supérieur, son sort inné s'éveille et il devient l'un des joueurs de la traque mortelle. Dans une cellule de l'académie, Masamichi Yaga, le proviseur de Tokyo, est enfermé. Bien que son exécution ait été prononcée, Yoshinobu, le proviseur de Tokyo, lui propose de dévoiler sa technique de fabrication de pantins autonome en échange de sa vie, chose que Yaga refuse de faire. Dans une autre pièce, Kusakabe, ayant une dette envers le proviseur, libère donc Panda. En effet, Yaga, par le passé, a créé un pantin autonome conservant les souvenirs de son défunt neveu, comme si son âme continuait de vivre dans cette peluche. On apprend alors qu'avant sa capture, le proviseur avait caché ses pantins, qu'il considère comme ses propres enfants, dans une forêt protégée par une barrière de Tengen. Sonnant comme un dernier au revoir, il était parti chercher Panda pour le sauver avant de se faire capturer. Yaga, réussissant à se libérer seul de sa cellule, part donc une nouvelle fois à la recherche de son fils. Mais les membres de l'académie sont déjà au courant de son évasion, prêts à l'exécuter. Seul, il finit abattu par Yoshinobu. Débarquant sur les lieux, Panda découvre alors le corps de son père sans vie. Mais étonnamment, aucun désir de colère ou de vengeance ne brûle en lui. Comprenant que le proviseur Yoshinobu n'est qu'un rouage du système, il ne voit aucun intérêt à le combattre, mais préfère plutôt lui, qui est considéré comme un pantin, pleurer la mort de son père. Au sein du clan Zenin, Maki fait son apparition et obtient la clé de la réserve d'armes grâce au statut de chef de clan de Megumi. Cependant, en rentrant dans la réserve, il ne reste plus rien, si ce n'est son père qui l'attendait après avoir mis sa sœur Mai à l'article de la mort. Afin de récupérer la direction du clan et gagner la confiance du QG, Naoya et ses oncles ont prévu d'éliminer Maki, Mai et Megumi en suivant l'ordre de supprimer tous ceux qui comptent libérer Satoru Gojo. Maki, en venant ici, est donc tombé dans un piège. Son père, n'ayant jamais eu d'estime pour elle et sa sœur, compte donc les éliminer lui-même.
Traînant le corps de ses deux filles sur le sol, Ogi Zenin avoue qu'il était le plus talentueux des exorcistes parmi ses frères. Mais la raison pour laquelle il n'est jamais devenu le chef de clan était la faiblesse de sa descendance. Lâchant les deux jumelles dans une salle d'entraînement remplie de fléaux, Ogi fait ses adieux à ses filles qu'il considérait depuis leur naissance comme un fardeau. Mai, sachant qu'il est trop tard pour elle, sentant que le cœur de sa sœur bat encore, décide de faire un ultime cadeau à Maki. Sur une plage, observant le remous des vagues, Mai annonce à Maki qu'à son réveil, elle sera sûrement morte. Elle explique donc que les jumeaux sont considérés comme un fardeau pour les exorcistes. Car pour obtenir une chose, il faut en abandonner une autre. Étant reliés comme une seule et même personne, tous les efforts de Maki pour devenir plus forte n'ont jamais servi à rien, car Mai, elle, ne le désirait pas. Mai décide donc de libérer sa sœur pour qu'elle puisse enfin aller de l'avant. En emportant avec elle toute l'énergie occulte qu'elle partageait, Mai libère le véritable potentiel de Maki et lui offre une branche de roseau en dernier cadeau, ne lui demandant en échange qu'une seule chose, celle de détruire le clan. En se réveillant, Maki observe le corps de sa sœur sans vie et cette branche de roseau qui s'avère être nulle autre qu'une arme maudite, celle que possédait autrefois Toji Zenin. Ogi sent alors tout à coup la disparition totale des fléaux de la salle d'entraînement. Un sentiment de terreur parcourt alors son échine, jusqu'à ce que sa peur se confirme en voyant Maki dépourvu totalement d'énergie occulte et semblable à Toji. Mais avant même qu'il ne puisse réagir, il finit avec la tête tranchée en deux. Maki, ayant eu son véritable potentiel libéré, compte bien respecter la dernière promesse de sa sœur, qui est d'annihiler le clan Zenin. Avec la mort d'Ogi, l'alarme est rapidement sonnée et l'unité Kukuru est déployée. Dans cette troupe se trouvent tous les Zenin n'ayant pas de sort d'exorcisme, s'entraînant donc jour et nuit aux arts martiaux, troupe dont faisait autrefois partie Maki. D'ailleurs, celle-ci se retrouve rapidement encerclée par ses anciens compagnons d'armes. Seulement Maki n'a plus aucun état d'âme. En un éclair, les Kukuru se retrouvent déchiquetés par sa vitesse et sa technique contre lesquels ils sont impuissants. L'unité des Hei, des exorcistes d'élite du clan, font alors leur apparition. Le chef des Hei vient alors lui faire face, et ce n'est nul autre que Naoya, qui, en voyant Maki, ne pouvait que la comparer à Toji, qui faisait partie des plus forts exorcistes de ce monde. À la suite de cet affrontement familial, Maki part éliminer la dernière personne de son clan, qui est sa mère. Celle-ci, aux portes de la mort, achèvera donc de ses propres mains Naoya en pleine agonie, avouant au fond d'elle qu'elle aimait réellement ses filles, mais que ce clan ne jurant que par la force, lui a toujours interdit de le montrer. À la suite de cet événement, les Zenin ayant été tous décimés, l'ordre des exorcistes décide donc d'exclure le clan des trois grandes familles. Du côté de Yuji et Megumi, ils ont eu des informations concernant la localisation de Akari. Celui-ci organise depuis un moment des combats illégaux dans un parking abandonné. Nos héros enlèvent donc leurs uniformes scolaires pour éviter d'attirer son attention. Yuji est alors rapidement recruté en tant que combattant pour un show. Megumi, quant à lui, compte s'infiltrer une fois la nuit tombée. Le soir venu, Yuji entre dans l'arène, devant des dizaines de spectateurs pariant sur les combats. Et son premier adversaire n'est autre que Panda, ayant déjà infiltré les lieux. Les deux amis livrent alors un spectacle incroyable pour le public, tout en s'échangeant des informations sur les lieux. Akari n'est pas le seul aux commandes et une autre exorciste de 3e année nommée Kirara le protège. Après une victoire éclatante de Yuji simulée par Panda, Akari se prend d'intérêt pour notre héros et veut donc le voir dans d'autres combats.
Panda, sortant de l'arène, prévient alors Megumi qu'il y a quelque chose d'étrange dans ce parking. Il sait où se trouve Akari, mais il est impossible pour lui d'approcher la porte de son local, revenant à chaque fois à son point de départ. L'endroit est sûrement protégé par le sort de Kirara, mais quoi qu'il en soit, Panda connaît d'ores et déjà les positions des caméras dans l'arène. La mission d'infiltration de nos héros va donc pouvoir commencer. Au moment où Yuji est invité dans le local de Akari, Megumi élimine les gardes en se cachant dans les ombres pendant que Panda fait diversion. Une fois la zone sécurisée, ils montent sur le toit afin que personne ne dérange leur discussion. Sauf que Kirara les surprend par hasard et compte prévenir Akari de leur venue. Megumi déploie donc son chien de jade pour l'en empêcher, mais celui-ci lui revient mystérieusement en pleine tête. Pour pouvoir stopper Kirara, nos héros ne vont pas avoir d'autre choix que de comprendre le fonctionnement de son pouvoir. Yuji de son côté fait connaissance avec Akari, un homme plutôt excentrique, ne jurant que par les paris. Pour lui, la vie est un pari constant, et le frisson du jeu lui apporte un état de plaisir sans égal qu'il appelle la fièvre. Son objectif à terme est d'étendre son Fight Club à travers tout le pays en profitant du chaos actuel. Mais au moment où Yuji s'apprête à lui demander son aide pour la traque, le téléphone d'Akari vibre, affichant l'appel manqué de Kirara. Se doutant de quelque chose, il piège Itadori avec une question et comprend qu'il appartient lui aussi au lycée d'exorcisme de Tokyo. Et avant même que notre héros ne puisse se justifier, Akari lui porte une série de coups au corps à corps. Yuji tente de le raisonner avec un coup de tête, mais rien n'y fait. Akari ne veut rien entendre. De son côté, Megumi annonce à Kirara qu'ils ont besoin de l'aide d'Akari face au danger que représente la traque mortelle. Seulement, quand il lui dévoile que Gojo a été scellé, celle-ci n'en croit pas un mot. Pas le choix, pour pouvoir l'empêcher de prévenir Akari, il va falloir la vaincre. En déployant une marée de lapins depuis les ombres comme un leurre, nos héros découvrent qu'ils sont marqués par une écriture occulte sur leur corps. Megumi reconnaît alors les signes d'une constellation, celle de la Croix du Sud. Kirara, en disposant des marques occultes en forme de croix sur nos héros, force ceux possédant le même signe à s'attirer inexorablement. Pour pouvoir atteindre une extrémité opposée de la croix, il faut obligatoirement passer par celle intermédiaire comme sur un jeu de plateau. Voyant que nos héros ont compris son pouvoir, Kirara passe à l'attaque en apposant la même marque que nos héros sur des objets lourds. Megumi, sachant à présent l'ordre de déplacement pour atteindre Kirara, trouve alors le point intermédiaire. Kirara pense alors avoir piégé nos héros en changeant la position des marques occultes. Sauf que celle-ci se fait surprendre par le chien de jade qui apparaît soudainement derrière elle. Megumi attendait depuis le début qu'elle modifie son marquage pour la coincer en tenaille avec son chien de jade qui était dissimulé. Megumi, l'ayant neutralisé, la supplie alors de l'écouter car le temps presse. Mais au même moment, Yuji est éjecté du local par un coup de Akari. Notre héros demande donc à ses amis de ne pas intervenir et encaisse sans broncher les puissantes frappes de Akari, se relevant à chaque fois car tant que Yuji encaisse les coups, Akari veut bien l'écouter. Yuji avoue alors que s'il est là, c'est car on lui a dit que Akari était fort et qu'il a besoin de son aide pour la traque mortelle. Notre héros, admettant qu'il n'est pas aussi fort que son aîné, se considère donc comme un simple rouage, dont le seul but est d'aider les exorcistes à chasser les fléaux. Pris de colère par cette réponse barbante, Akari charge son énergie occulte dans son poing et d'un coup fait voler Yuji à l'autre bout du toit. Seulement, quand Akari pense en avoir fini avec notre héros, celui-ci se redresse une nouvelle fois, annonçant qu'il se relèvera à chaque fois tant qu'il n'aura pas accompli son rôle. S'étant senti complètement impuissant lors du drame de Shibuya, Yuji connaît plus que quiconque sa propre faiblesse. Il ne reculera alors devant rien pour sauver le maximum de personnes possible. Akari, face à cette détermination sans faille, sent alors la fièvre monter en lui et accepte donc d'aider Yuji. Tout à coup, une bête occulte apparaît en fanfare pour annoncer qu'une nouvelle règle vient d'être ajoutée à la traque mortelle, celle
de connaître les informations des autres participants. Cette règle vient d'être ajoutée par Kashimo Hajime, un exorciste ayant autrefois passé un pacte avec Kenjaku pour se réincarner. Et il n'a qu'un objectif en tête dans ce Battle Royale sans pitié, affronter Sukuna. Nos héros sont alors surpris qu'une nouvelle règle arrive aussi vite. D'autant plus que Yuji n'est pas encore censé être inscrit en tant que joueur de la traque mortelle. Cependant, Sukuna ayant passé lui aussi un pacte avec Kenjaku, Yuji, qui est son réceptacle, est donc déjà considéré comme un joueur. Megumi a alors une idée pour faire sortir sa sœur de ce jeu en limitant les morts. Il compte utiliser les participants qui ont déjà plus de 100 points pour ajouter une nouvelle règle, celle de pouvoir s'échanger les points entre joueurs afin d'éviter que des gens meurent si leur score total ne bouge pas. Nos héros ont donc deux cibles pour pouvoir ajouter de nouvelles règles. La première est donc Kashimo Hajime, l'exorciste du passé, et la seconde est le mystérieux Higuruma Hiromi. Dans le Japon, où le taux de condamnation à un procès est de 99,9%, Higuruma Hiromi travaille en tant qu'avocat. Lors d'une affaire de meurtre d'un de ses clients où tout le présumé coupable, Higuruma croyait à la version de l'accusé, bien que ses explications paraissaient irréalistes. Animé par un grand sens de la justice, Higuruma a œuvré toute sa carrière pour que ses clients, même coupables, obtiennent une peine juste et adaptée. Avec cette nouvelle affaire de meurtre, il comprend rapidement qu'il y a quelque chose qui cloche et travaille donc d'arrache-pied pour trouver un alibi solide. Si bien que lors du procès, l'accusé sera déclaré non coupable. Bien évidemment, la partie adverse fait appel et les médias s'emparent de l'affaire. Le peuple veut un coupable, qu'il soit le véritable meurtrier ou non. C'est ainsi que lors de la deuxième séance, l'accusé fut jugé coupable et coupant d'une peine de prison à vie. Pourtant, du côté de la partie adverse, rien n'avait changé, ni de nouveaux avocats, ni de nouvelles preuves. Comme si, depuis le début, le procès voulait le jeune homme coupable, bien que tout prouve le contraire. Higuruma, aspirant plus que tout à une justice neutre et équitable, ne pouvait accepter le jugement qui était rendu. De colère, il se lève de sa chaise, frappant de son marteau pour continuer la séance. Et ce désir ardent de justice éveilla le sort inné de l'exorciste, faisant de lui un nouveau participant à la traque mortelle. Pendant son sommeil, Sasaki, l'ami de lycée que Yuji a sauvé au début de l'œuvre, fait la rencontre de Kenjaku qui lui apparaît en rêve. Celui-ci lui propose de la guider en dehors de la barrière où elle se trouve, là où un véritable match à mort entre exorcistes va commencer. Sasaki accepte donc de le suivre en dehors de la barrière, guidé par Kenjaku dans un paysage où les fléaux se déchaînent. Celui-ci la remercie donc d'avoir passé du temps avec son fils qui n'est autre que Yuji avant de disparaître. À son réveil, Sasaki ainsi que des milliers d'autres personnes font face à un immense mur noir. Tous ont été guidés en dehors de la traque mortelle par Kenjaku, signant le véritable commencement de ce match à mort. Nos héros, de leur côté, ne trouvant pas d'informations sur l'ange capable de libérer Gojo, décident de se séparer dans différentes colonies de la traque pour le retrouver. N'ayant pas eu de nouvelles de Yuta, nos héros supposent donc qu'une fois à l'intérieur d'une des barrières, les communications sont coupées. Akari, étant le plus fort, compte donc s'occuper de Kashimo dans la barrière de Tokyo 2 avec Panda, tandis que Yuji et Megumi iront dans Tokyo 1 pour affronter Higuruma et avoir plus de chances de trouver l'ange. C'est ainsi que nos héros font leur entrée dans la traque mortelle. Mais à peine la barrière est-elle passée que Yuji et Megumi sont séparés. Notre héros, en pleine chute libre, est alors pris en chasse par d'autres exorcistes qui visent les nouveaux joueurs. Après ce combat,
Un jeune garçon appartenant au groupe d'exorcistes semble alors reconnaître notre héros et compte l'aider à trouver Higuruma. De son côté, Megumi est tombée sur une exorciste débutante nommée Rémi qui l'a facilement vaincue. Celle-ci semble avoir des informations sur Higuruma et veut bien le mener jusqu'à lui, mais à l'unique condition qu'il la protège. Megumi et Yuji sont donc guidés par deux personnes différentes vers Higuruma. Seulement, leur guide les dirige vers deux quartiers opposés. Il est donc certain qu'un piège attend l'un de nos héros. Megumi se retrouve alors rapidement face au chef de Rémi, nommé Lésistar, et comprend qu'il vient de se faire piéger. N'ayant pas de temps à perdre pour sauver sa sœur, il se prépare à combattre. Quant à Yuji, il trouve finalement Higuruma seul dans une baignoire. Notre héros entame la conversation avec lui. Il lui demande donc ses points afin d'ajouter une nouvelle règle qui éviterait que les participants s'entretuent. Chose que Higuruma refuse, car pour lui cette traque aux règles infaillibles connues de tous représente une justice impartiale. Il veut donc que ce système perdure. Yuji, n'ayant pas la possibilité de le convaincre par les mots, compte donc le faire par les poings. À peine sorti de sa baignoire et déployant son familier, Higuruma active son extension de territoire nommée peine capitale. Yuji se retrouve donc à la barre comme un accusé, mais dès que notre héros mène une offensive, il est instantanément renvoyé à sa position initiale. Ici, Yuji sera jugé pour un délit qui est d'être entré dans un établissement de jeu avant sa majorité. Comme dans un vrai tribunal, notre héros devra donc plaider son innocence devant Higuruma qui possède une seule preuve connue. Yuji se souvient alors bel et bien avoir joué dans ce casino et pour éviter la sentence de Judgman, il n'a d'autre choix que de mentir. Seulement, notre héros n'est pas très doué dans ce domaine et Higuruma, avec sa rhétorique implacable, n'a aucun mal à prouver que Yuji est coupable des faits qui lui sont reprochés. Judgman applique donc sa sentence et notre héros voit son énergie occulte confisquée. Yuji, mis sous pression, manque de se faire complètement écraser par le marteau de son adversaire, avant d'avoir un éclair de lucidité et demander à faire appel. D'un seul coup, les deux adversaires se retrouvent une nouvelle fois au tribunal. Dans ce nouveau procès, Judgman accuse alors Yuji de multiples homicides, ceux causés lors de l'incident de Shibuya. Sans aucune hésitation et d'un froid glaçant, Yuji affirme être responsable de tous ces morts, sans même laisser Higuruma ne dire un seul mot. Judgman le condamne alors à la peine de mort, et Higuruma se retrouve donc muni de l'épée du bourreau, tuant immédiatement tout ce qu'elle touche. Higuruma, sachant grâce à sa preuve que ce n'est pas réellement Yuji, mais Sukuna qui a causé tous ces morts, ne peut trahir, ce pourquoi il s'est battu toute sa vie, et désactive son sort d'exorciste à la dernière seconde, subissant de plein fouet le coup de poing de notre héros. En citant l'article 39.1 du code pénal japonais, Higuruma prouve que Yuji n'était pas en pleine possession de ses moyens lors du massacre de Shibuya, et le déclare donc non coupable. Touché par la culpabilité de Yuji, l'avocat revient sur sa décision initiale et utilise tous ses points pour ajouter une nouvelle règle, la numéro 10, permettant à tous les joueurs de la traque de s'échanger des points entre eux. Une fois cela fait, Higuruma donne un de ses points à Yuji afin de lui éviter de tuer des gens, puis part immédiatement. Au contact de notre héros, l'avocat regrette finalement d'avoir tué le juge et le procureur lors de son dernier procès et compte donc se livrer à la police pour ses crimes une fois la traque terminée. C'est le regard pensif que Yuji voit partir son adversaire, lui ayant fait remettre en cause sa perception des événements de Shibuya. De son côté, Megumi est félicité par Lésistar, ayant reconnu sa force à travers son chien de jade. Il lui propose donc de rejoindre son groupe durant la traque. Lésistar est lui aussi un exorciste du passé, ayant autrefois conclu un pacte avec Kenjaku. Et il est persuadé que celui-ci manigance encore quelque chose avant que la traque n'arrive à son terme. Quoi qu'il en soit, Megumi, pressé par le temps,
demande à Lazy Star ses points s'il veut vraiment qu'il rejoigne son groupe. Chose qui est évidemment refusée par l'exorciste. En un instant, un participant apparaît de derrière pour éliminer Megumi, mais en se dissimulant dans son ombre, notre héros le piège et l'élimine en un éclair avec nuée. Quant à Lazy Star, il est venu à bout du chien de Jade sans problème grâce à son mystérieux pouvoir. Soudain, un œil venant du ciel apparaît proche de Megumi avant de lui exploser dessus. Iori Azenoki, un exorciste au service de Lazy Star, peut utiliser toutes les parties de son corps comme explosifs. Heureusement, Megumi a réussi à esquiver une partie de l'explosion. Mais dans ce combat, il n'y a aucun répit. Et deux mystérieux tickets déversent de l'essence sur notre héros avant que Iori déploie une nouvelle détonation. Par chance, Megumi a réussi à se réfugier dans un appartement proche avant de subir de plein fouet l'explosion. Notre héros est gravement blessé à cause de Rémi qu'il n'a pas pu s'empêcher de sauver. Titubant dans les couloirs, l'affrontement est loin d'être terminé et un autre homme de main de Lazy ne va pas tarder à venir l'achever. Tout à coup, Kogane apparaît devant notre héros pour annoncer l'ajout de la règle numéro 10. Megumi, comprenant que Yuji a réussi la mission, esquisse alors un léger sourire et passe à l'offensive en déployant son éléphant de plénitude qui brise une partie de l'immeuble. Son adversaire ayant sauté pour éviter l'attaque, se retrouve donc dans les airs à la merci de Megumi qui, cette fois, n'hésitera pas à l'éliminer. Pour sortir sa sœur de cette traque mortelle, Megumi ne reculera devant rien, quitte à devoir acquérir des points par lui-même. Se sachant blessé et en difficulté face à Lazy Star et Iori, notre héros songe alors à utiliser son extension de territoire pour leur faire face. Mais Iori le surprend en crachant une dent explosive, sauf qu'un étrange personnage s'interpose et protège Megumi de l'explosion. Et cet homme n'est autre que Fumihiko Takaba. Mais si, vous savez, l'humoriste en plein doute sur sa carrière que je vous ai présenté tout à l'heure. Et bien qu'il soit légèrement excentrique et que ses blagues laissent à désirer, il n'en demeure pas moins puissant. En un instant, il envoie s'écraser Iori dans l'immeuble, transformant l'affrontement en 2 contre 2. S'étant réveillé récemment en tant qu'exorciste, son sort inné lui permet de rendre réel ce qu'il trouve drôle, bien qu'il n'ait lui-même aucunement conscience de cette capacité. Autrement dit, il est quasi invincible. Megumi, lui, débute son affrontement contre Lazy Star. Et bien qu'il invoque son éléphant pour l'asperger, celui-ci parvient à esquiver le jet de justesse et riposte avec une salve de couteau qu'il matérialise depuis ses tickets. Si Megumi a tenté de l'asperger, c'est parce qu'il a compris l'essence du pouvoir de Lazy Star, qui lui permet de matérialiser tout ce qui est inscrit sur ses tickets en les brûlant avec son énergie occulte. C'est ainsi qu'en utilisant un ticket contenant un week-end aux sources thermales, Lazy Star revient au top de sa forme, tandis que Megumi demeure toujours blessé et dans un sale état. Dans une impasse et à bout de force, notre héros prend donc la fuite, suivi de près par Lazy. Megumi trouve alors refuge dans un gymnase, mais son repos ne sera que de courte durée, quand Lazy Star matérialise des camions, lui fonçant dessus à toute vitesse. Esquivant la charge de justesse, notre héros se fait surprendre par le pouvoir de Lazy et se retrouve transpercé par une lame dans le bras. Le combat semble donc toucher à sa fin. Mais si Megumi est venu dans ce gymnase, c'est uniquement pour pouvoir utiliser son extension de territoire, le Jardin des Ombres, qu'il n'arrive pas à délimiter avec une barrière. Le gymnase lui sert donc de support pour la création de son sort. Surpris par le niveau de Megumi, Lazy Star déploie une barrière pour se protéger du territoire. Sauf qu'il se fait quand même saisir les jambes par les crapauds des ombres. Et la raison à cela est que le territoire de Megumi est incomplet. Le Jardin des Ombres n'est qu'une simple expansion de sa technique de base, boostant ses capacités. Lazy Star immobilisé, Megumi n'hésite pas à mener l'assaut et parvient à salement l'amocher. Seulement, Lazy n'a pas dit son dernier mot et matérialise des dizaines de véhicules qui se retrouvent absorbés par les ombres. En observant la technique de Megumi, il a compris que celui-ci devait porter lui-même le poids des objets qui se trouvent dans son ombre. Et avec cette extension de territoire, il se retrouve donc à devoir porter des camions de plusieurs tonnes qui l'écrasent sur lui-même. Lazy Star, pour gagner ce combat, compte donc déployer des objets
jusqu'à ce que Megumi finisse broyé par son propre pouvoir. Seulement, avec le jardin des ombres, Megumi peut aussi déployer ses invocations de toutes parts. L'éléphant de plénitude apparaît alors du plafond et écrase les Istars sous son poids. Subissant tous deux une pression de plusieurs tonnes, les deux adversaires entament donc un véritable combat d'endurance et de volonté. Lazy soulève alors l'éléphant à une main pour sortir un nouveau ticket. Mais juste avant de pouvoir le matérialiser, ses chevilles le lâchent et il se retrouve noyé dans les ombres. À l'intérieur, il est impossible pour lui de respirer ainsi que de nager. Coulant comme une brique, il est condamné à mourir. Megumi arrive bientôt à sa limite, mais il compte lever son territoire qu'une fois que son adversaire sera mort. Quand soudain, une voiture surgit des ombres à pleine vitesse et éjecte les Istars. Depuis le début, Lazy avait inscrit l'ordre sur l'une de ses voitures de le remonter à la surface. L'exorciste du passé compte donc achever Megumi qui est complètement désespéré et matérialise une maison au-dessus de lui qui s'apprête à le réduire en charpie. Mais en un instant, les Istars se retrouvent asphyxiés et cette fois, il est véritablement dans l'eau avec Megumi qui est en train de l'étrangler. En se débattant, les deux adversaires finissent par sortir de la piscine. Pour échapper de justesse à la mort, Megumi a plongé dans son ombre avant de lever son territoire, faisant s'écraser la maison sur le plancher du gymnase et faisant tomber les deux adversaires dans la piscine du sous-sol. Les tickets de Lazy Star, à présent inutilisables, et Megumi n'ayant presque plus d'énergie occulte, les deux exorcistes vont donc finir ce combat au corps à corps. Se livrant à un duel d'une intensité folle, Lazy ne manque pas de force et parvient à briser la garde de Megumi, s'apprêtant à porter le coup de grâce à notre héros. Jusqu'à ce qu'une partie du crâne de Lazy se fasse soudainement dévorer. Megumi, gardé depuis le début, son chien de jade en réserve. Impressionné par les différents bluffs et la tactique de Megumi, Lazy Star, proche de la mort, s'avoue vaincu et donne donc tous ses points à Megumi pour le remercier de cet affrontement. N'étant qu'un opportuniste avide de combat, Lazy sent que la traque mortelle va bientôt être bouleversée par Kenjaku et annonce à Megumi une mort proche avant de rendre l'âme. Dans les ruelles de Tokyo, Rémi, qui s'est toujours attaché aux hommes, fuit le chien de jade de Megumi qui la poursuit. Mais au moment d'en finir avec elle, celui-ci entend raison et décide de la laisser partir avant de s'écrouler de fatigue à cause de ses nombreuses blessures. Descendant du ciel, un joueur semblable à un ange vient alors lui porter secours. Pendant ce temps, dans la barrière de Sendai, de puissants exorcistes et fléaux ont pris possession de la ville, formant à présent un parfait équilibre de force. Mais cet équilibre ne tarde pas à être brisé, avec l'élimination de l'un d'entre eux par Yuta Okotsu, le meilleur exorciste de sa génération après Satoru Gojo. Le fléau Kuro Uruchi va donc sûrement passer à l'action après que cet équilibre ait été brisé. Yuta, escortant des réfugiés, sent tout à coup un danger imminent. Une nuée d'insectes carnassiers fonce sur lui et dévore tout ce qui se trouve sur leur passage. Déviant l'attaque de justesse, Yuta invoque Rika pour qu'elle protège les civils s'étant mis à l'abri dans le stade. Puis, en concentrant son énergie occulte, il se débarrasse des insectes d'un seul coup, ce qui n'est pas sans intriguer les autres exorcistes qui ne perdent pas une miette du combat. Kuro Uruchi apparaît alors et ne souhaite qu'une chose depuis son réveil, dévorer des humains. Yuta est alors déterminé à éliminer les menaces pour pouvoir mettre fin à la traque mortelle et compte s'occuper lui-même de Kenjaku. Yuta exorcise en un instant Kuro Uruchi, ce qui attise encore plus la curiosité des autres exorcistes qui comptent prendre part à la bataille. Yuta vient à peine de finir son combat qu'il est surpris par Takako Uro qui ouvre les hostilités.
Provoquant Rika dans ce combat, Yuta parvient à tenir tête à ses deux adversaires. Les exorcistes se départageront donc dans une guerre de territoire. Kuro Uruchi est de retour. Bien que le fléau ait été vaincu par Yuta, il avait auparavant créé un double de lui-même avant de plonger dans un profond sommeil. Ce retour inattendu du fléau ne manque pas de perturber Uro, chose dont notre héros va profiter pour attaquer. Ayant perdu beaucoup d'énergie occulte en déployant son territoire, Uro n'est plus aussi réactif qu'avant et se fait avoir par Kuro Uruchi, développant des familiers déchiquetant son bras. Bras qui finira par être avalé instantanément par Rika. Voulant continuer seul son duel contre Yuta, Ryu neutralise alors Uro avec son laser, tandis que Yuta élimine une nouvelle fois Kuro avec son sort d'inversion. Le véritable duel entre les deux exorcistes va donc pouvoir commencer. Ryu, complètement épuisé et à court d'énergie occulte, s'avoue alors vaincu, le sourire aux lèvres. Ayant eu, pour la première fois depuis longtemps, un combat l'ayant rassasié. Après cette confrontation, Yuta, ayant un bon fond, a laissé en vie Ryu et Uro qui lui ont tous deux donné leurs points. Notre héros, ayant à présent 200 points, va donc pouvoir ajouter de nouvelles règles à cette traque mortelle. Un peu avant le drame de Shibuya, dans le bureau d'édition de la Shueisha, un mangaka en herbe nommé Charles Bernard présente sa création à un éditeur. Mais la réception de ses croquis sont plus que mitigées, sauf que Charles est plus que persuadé de son talent et part de colère. Vous l'aurez compris, Charles est lui aussi un exorciste ayant éveillé ses pouvoirs avec la traque. Seulement, avec la crise actuelle que connaît le Japon, la production de manga a été stoppée, brisant complètement son rêve. Devant participer à la traque mortelle malgré lui, Charles n'a aucune motivation à se battre. Mais ce cher Kinji Akari, l'ayant rencontré plus tôt, va donc lui en donner une pour l'affronter. Akari lui annonce ne pas lire son manga, même si Charles le suppliait. Blessé profondément dans son ego, Charles entame donc le combat contre Akari. Afin de terminer ce combat, Akari utilise son extension de territoire, dont les règles sont instantanément transmises dans l'esprit de son adversaire. Et je vais moi-même essayer de vous les faire comprendre. Le Restless Gambler de Akari fonctionne comme une machine de pachinko, qui est un mélange entre une machine à sous et un jeu d'arcade. Ici, le jeu pour Akari n'est autre qu'un jeu de romance. Chaque personnage de ce jeu a un chiffre attribué de 1 à 9. Et comme sur une machine à sous, s'il obtient 3 fois le même chiffre, c'est le jackpot. Et vous le verrez plus tard, la récompense n'est pas des moindres. Ayant donc une grande partie de son pouvoir basé sur la chance, Akari dispose de plusieurs bonus pour l'aider à obtenir le gros lot. Dès qu'il lancera une partie, une scène du jeu aléatoire va avoir lieu. Et en fonction de son niveau de hype et de sa conclusion, le bonus peut être plus ou moins conséquent. Bon, j'ai essayé de vous condenser ça pour que ce soit le plus compréhensible possible. Maintenant, place au combat. Une fois piégé dans le territoire de Akari, Charles ne peut interférer avec le jeu en cours. Ici, malgré une paire, le niveau de hype de la scène du jeu étant faible, Akari n'obtient pas le jackpot. C'est donc l'occasion idéale pour Charles de l'attaquer, car Akari peut relancer des parties à l'infini jusqu'à ce qu'il obtienne son jackpot. Profitant de ses prédictions, Charles parvient à mettre la pression au corps à corps sur Akari avant qu'il ne relance une autre partie, obtenant une nouvelle paire. Mais cette fois avec un niveau de hype élevé, si Akari tombe sur la bonne fin bonus de la scène, il touchera le jackpot. Charles prie alors pour un échec et transperce Akari avec son arme. Seulement, c'était sans compter sur la chance de notre héros. Akari, ayant obtenu le jackpot, déborde d'énergie occulte et met immédiatement fin au combat. Au même moment,
Panda, ayant été séparé de Akari après avoir franchi la barrière, sent de son côté qu'un puissant exorciste rôde dans les environs. Mais au moment où il tente de s'éclipser, il tombe nez à nez avec Hajime Kashimo, l'exorciste du passé avec ses 100 points. En un instant, Kashimo l'attaque avec une vitesse et une force impressionnantes, ayant son énergie occulte chargée d'électricité. Même en mode gorille, Panda ne résiste pas longtemps face à Kashimo, qui le met instantanément hors combat. Celui-ci lui demande alors des informations sur Sukuna, mais Panda, voulant protéger Yuji, préfère ne rien dire. Il s'apprête alors à être éliminé, quand soudain, Akari, complètement survolté, débarque. Après cet échange à haute intensité, Kashimo, ayant rechargé son énergie occulte, provoque une puissante décharge, déchiquetant le bras d'Akari. Celui-ci pense alors en finir avec lui, sauf que notre héros riposte et voit son bras réapparaître. Akari, ayant eu le jackpot lors de son précédent combat, reçoit donc un flux ininterrompu d'énergie occulte pendant 4 minutes et 11 secondes. Même s'il ne possède pas de sort d'inversion en tant que tel, son corps en fait inconsciemment appel pour supporter l'immense quantité d'énergie qu'il reçoit. Autrement dit, pendant 4 minutes et 11 secondes, Akari est tout simplement immortel. Et même au moment où le jackpot touche à sa fin, il peut relancer sans problème son territoire. Kashimo prend alors instantanément conscience des règles de celui-ci, et notre héros relance une partie. Bien qu'il ne soit plus immortel, Akari a plus que confiance en sa chance et se livre avec Kashimo dans un terrible duel. Notre héros pousse alors sa chance en relançant plusieurs parties durant le combat. Avec une paire et une fin bonus favorable, notre héros débloque alors une nouvelle fois le jackpot. Il y a plusieurs siècles, Kashimo était l'un des meilleurs exorcistes de sa génération, ne laissant derrière lui que les cadavres de ceux qu'il affrontait. Il finit par accepter de passer un pacte avec Kenjaku afin de renaître dans cette traque mortelle. Et cela dans l'unique but de pouvoir affronter le plus puissant des exorcistes qu'il n'avait pas eu la chance de connaître, qui n'est autre que Sukuna. Ce combat contre Akari lui fait alors ressentir un plaisir auquel il n'avait pas goûté depuis longtemps. Face à un adversaire si puissant, Kashimo donne tout et tente de diffuser une décharge de foudre dans la tête d'Akari, là où son sort d'inversion opère en premier. Mais Akari parvient à expulser l'énergie occulte par le nez et échappe de peu à la mort. Il ne reste donc que 8 secondes avant que le bonus du jackpot ne prenne fin. Akari accélère donc le rythme pour finir le combat. Mais Kashimo a préparé un piège qu'il déclenche pile au moment où l'invincibilité d'Akari prend fin. Ayant eu l'abdomen complètement explosé par une décharge, c'est la fin pour Akari. Seulement, avant de s'écrouler, il relance désespérément son territoire. Autant dire que la chance d'obtenir le jackpot en un lancer est quasi nulle. Cependant, c'était sans compter sur la chance insolente de Akari. Se régénérant totalement avec son sort d'inversion automatique, notre héros lève son territoire juste au-dessus de l'océan pour dissiper l'électricité de Kashimo. Akari attend alors que Kashimo se vide de son énergie pour en finir. Mais soudain, notre héros est pris de vomissements, ne pouvant plus respirer. Perdant ses forces, Akari chute alors lui aussi dans l'océan. Kashimo, en chargeant de l'électrolyse dans l'eau de mer, a produit du gaz de chlore à la surface, qui agit comme un puissant poison dans le corps, dont même les meilleurs exorcistes ne peuvent se soigner instantanément. L'immortalité de Akari touchant bientôt à sa fin, Kashimo regrette déjà que ce combat se termine. Mais c'était sans compter sur le réveil de notre héros qui relance immédiatement le combat. Contrairement aux autres exorcistes, le sort d'inversion automatisé de Akari agit même s'il est inconscient. Ne lui restant que 5 secondes de jackpot, notre héros choisit donc de passer à l'attaque pour le plus grand plaisir de Kashimo qui soudain génère une gigantesque explosion. En libérant d'un seul coup toute son énergie occulte, Kashimo
a rapidement transformé l'électricité en chaleur, créant une immense explosion de vapeur d'eau. Pour survivre à cette détonation, Akari a dû sacrifier son bras gauche afin de pouvoir renforcer le reste de son corps et ne pas finir en charpie. Kashimo, s'étant complètement vidé de son énergie après son attaque, s'avoue donc vaincu. Mais Akari ne considère pas pour autant avoir gagné, car Kashimo n'a pas utilisé son extension de territoire. Et la raison à cela est que son territoire est à usage unique, qu'il garde uniquement pour son combat contre Sukuna. Akari récupère alors les 100 points de Kashimo. Momo, ayant pris elle aussi part à la traque, débarque donc pour prévenir Akari de reporter l'ajout de la 3e règle, consistant à rétablir les communications entre les barrières. Et la raison à cela est que Maki est capable de traverser les barrières comme elle le souhaite, étant devenue complètement dépourvue d'énergie occulte après son éveil. D'ailleurs, en faisant le ménage dans la barrière de Sakurajima, Maki tombe sur Noritoshi Kamo, qui s'est vu retirer la place de chef de clan après le retour de Kenjaku à sa tête. Soudain, les deux exorcistes ressentent une terrifiante aura, celle d'un puissant fléau ne désirant que tuer. Dès qu'il aperçoit Maki, le fléau se déplace à une vitesse folle avant de violemment la percuter devant Noritoshi qui n'a même pas eu le temps de le voir bouger. Et si ce fléau a une vitesse et une force démentielle, ce n'est pas pour rien. Il est la matérialisation des sentiments négatifs d'un exorciste tout aussi puissant et rancunier, Naoya Zenin. Ayant été tué par la mère de Maki sans utiliser d'énergie occulte, Naoya, à sa mort, est devenu un fléau, avec pour seul objectif de se venger de celle qui l'a vaincu. Noritoshi avec ses flèches vient donc en aide à Maki, et à deux, ils parviennent à gravement blesser Naoya. Seulement, cette forme n'était qu'un embryon, et c'est dans la douleur que le fléau se crée un cocon pour parfaire sa mutation. En voyant le danger arriver, Noritoshi dégaine une de ses poches de sang qu'il transforme en rayon perforant. Nos héros pensent alors avoir exorcisé le fléau, quand soudain, Naoya arbore sa forme finale et en un instant porte un coup dévastateur. Si Noritoshi n'avait pas utilisé une de ses poches de sang pour amortir l'impact, il serait mort sur le coup. Heureusement, Maki dévie l'attaque éclair de Naoya qui cible Noritoshi. Même en tant que fléau, celui qui était destiné à devenir le chef de clan Zenin n'a pas perdu de son ego surdimensionné. Pire, il peut toujours utiliser son sort avec son nouveau corps. En gelant l'air autour de lui, il crée une puissante explosion afin de prendre de la distance sur nos héros. Son objectif est simple, prendre de l'élan pour attaquer à une vitesse encore jamais vue. Avant qu'elle ne soit abattue, Noritoshi lui vient en aide et va jusqu'à utiliser de grandes quantités de son propre sang pour repousser Naoya. Il demande donc à Maki de fuir l'arène au vu des blessures qu'elle a subies. Seulement, elle ne compte pas l'abandonner et lui demande juste de gagner 5 minutes, le temps qu'elle puisse se reposer et guérir une partie des dégâts. Ne pouvant vaincre Naoya de front, Noritoshi compte donc utiliser une grande quantité de son propre sang qui est un véritable poison pour les fléaux. Car depuis le retour de Kenjaku au sein de son clan, il a perdu toute valeur à leurs yeux. Seul, il est prêt à se battre à fond et donner sa vie pour protéger celle des autres. Mais son combat contre Naoya semble toucher à sa fin. Quand tout à coup, deux exorcistes du passé entrent en scène. Daido Agane, ne jurant que par les katanas, et Miyo Rokojuchi, obsédés par le sumo. Leurs désirs respectifs les ont menés jusqu'ici pour affronter Naoya. Bien que ça ne fasse que 3 minutes, Maki est de retour pour aider dans ce combat. Et, en voyant l'ardeur de Daido, lui prête son épée maudite. Une impressionnante aura se dégage alors de l'épéiste, bien qu'il ne semble avoir aucune once d'énergie occulte. Cependant, sa grande maîtrise des lames ne fait aucun doute. D'un coup net,
il manque de peu sa cible. Et cela ne l'empêche pas pour autant d'esquiver les coups de Naoya et finalement faire mouche. En voyant ce niveau de maîtrise, Maki réalise qu'elle est encore loin du niveau de Toji à qui elle souhaite ressembler. Tout à coup, elle se rend compte qu'elle se trouve dans le territoire de Miyo qui n'attend qu'une chose d'elle, un combat de sumo. Chose que Maki accepte, essayant de trouver des réponses sur elle-même. Maki compte donc combattre de front Miyo, qui sent la défaite venir sur un coup frontal. Usant de sa force et de sa souplesse, Miyo finit par saisir Maki et la vaincre selon les règles du sumo. Mais n'étant pas satisfait de l'état d'esprit de son adversaire, il compte aider Maki à se libérer de ses chaînes à travers le sumo. Enchaînant des centaines de combats en l'espace d'un instant, Maki se débarrasse petit à petit de ses pensées parasites et abandonne son envie de ressembler à Toji qui le lie une nouvelle fois à son clan. Se concentrant sur ses sens et sur qui elle est vraiment, Maki Zenin goûte pour la première fois à un sentiment de liberté. Gagnant enfin son premier combat de sumo, Maki, pleinement accomplie, sort du territoire de Miyo où elle a eu le temps d'expérimenter 1000 combats pour une minute écoulée dans le monde extérieur. Voyant que Maki est de retour, Naoya prend de la distance pour de nouveau la percuter avec sa vitesse fracassante. Naoya subit donc de plein fouet un contre, dont la force lui rappelle instantanément Toji. Dans une frustration totale, Naoya, qui souhaitait plus que tout se trouver au sommet de l'exorcisme, déploie donc son territoire. Pris au piège, Daido et Miyo tentent une attaque de front. Mais dans ce territoire, ils ne peuvent bouger comme ils le souhaitent, devant copier leurs mouvements sur Naoya, sans quoi ils seront immédiatement gelés et chacune de leurs cellules désaxées. Complètement inatteignable dans son territoire, Naoya cherche un moyen de localiser Maki pour la tuer. Soudain, Daido décide de bouger une seconde fois, ce qui lui arrache le bras en plein vol, avant que Naoya ne se fasse transpercer par sa lame, rattrapée par Maki. Complètement dépourvu d'énergie occulte, Maki ne peut être enfermé dans aucun territoire, et a donc saisi l'opportunité offerte par Daido pour définitivement mettre fin au clan Zenin et honorer la dernière volonté de Mai. 12 ans après la mort de Toji, une femme devenue pleinement son égale venait de s'accomplir. Peu de temps après, dans l'arène de Tokyo 1, Megumi, qui a été soignée, se réveille. Yuji et Takaba sont déjà là, ayant suivi l'ange après l'avoir vu transporter leur ami. Au fil des combats dans les arènes, nos héros ont récolté assez de points pour ajouter toutes les règles nécessaires afin de sauver Tsumiki, la sœur de Megumi. La jeune fille qui se prénomme Anna et qui a secouru Megumi est, tout comme Yuji, le réceptacle d'un puissant exorciste millénaire appelé l'ange. C'est lui qui a le pouvoir d'annuler les barrières et les sorts. L'ange confirme donc pouvoir lever le sort de la lisière du supplice qui enferme actuellement Satoru Gojo. Mais en échange, il souhaite que nos héros l'aident à éliminer un incarné nommé le déchu. Yuji est tout à coup plongé au fond de lui-même par Sukuna, souhaitant l'avertir que le déchu n'est autre que son surnom. Revenant à lui, notre héros fait comprendre discrètement à Megumi que le déchu n'est autre que Sukuna, les faisant se confronter à une impasse. Notre héros est donc prêt à se sacrifier une fois la traque mortelle finie pour le retour de Gojo. Sauf que l'ange, en consultant Kogane, découvre l'arrivée de nombreux nouveaux joueurs dans l'arène, atteignant plus de 800 participants. Tout suit parfaitement les plans de Kenjaku, qui a rendu visite au gouvernement américain un an auparavant afin de les instruire sur les fléaux et l'occultisme. En leur offrant des lunettes maudites, les dirigeants ont été capables de voir les fléaux et prennent conscience de la source d'énergie inépuisable qui réside dans les exorcistes. Voyant cela comme une nouvelle révolution énergétique,
le président, pour obtenir un avantage concurrentiel sur les autres états, compte donc mener des expériences sur ces exorcistes. Pour ce faire, Kenjaku les a invités à venir au Japon, là où tous les puissants exorcistes sont actuellement réunis pour la traque mortelle. Convaincus à l'idée de monopoliser cette nouvelle énergie, les États-Unis, sous les conseils de Kenjaku, envoient donc un bataillon de 800 soldats armés et entraînés sur Tokyo pour capturer des exorcistes. De retour sur la traque, Yuki et Tengen sont en plein débat sur l'utilisation des plasmas stellaires, quand soudain, quelqu'un parvient à pénétrer dans la barrière. Et cet intrus n'est autre que Kenjaku. Shozo, gardant l'entrée, compte donc affronter son créateur. Kenjaku avoue alors que la traque mortelle a déjà servi son but en lui permettant de passer les barrières de Tengen. Il ne lui manque plus qu'à absorber le maître des barrières pour achever son plan. Une fois Tengen en sa possession, il pourra forcer tous les non-exorcistes à fusionner avec lui dans un seul et même corps. Son rêve n'est autre que de pouvoir extraire l'énergie occulte de centaines de millions de personnes en un seul coup, juste pour voir à quoi cela va ressembler. Et la seule chose qui motive Kenjaku à accomplir cet objectif depuis un millénaire, c'est la fascination. Shozo est donc prêt à donner sa vie pour l'arrêter, son objectif étant de le faire utiliser son propre sort afin que Yuki ait assez d'informations pour le battre. L'espace d'un instant, afin d'éviter les dégâts perforants, Kenjaku a dû utiliser son propre sort. En voyant cela, l'exorciste de classe S, Yuki Tsukumo, entre donc en scène. Le plan consistant à vaincre Kenjaku avec l'aide de Tengen a échoué. Yuki, à l'article de la mort, est vaincu. Du moins c'est ce que croit Kenjaku avant que son familier ne l'attaque. Yuki, complètement en sang, préfère alors passer à l'offensive tant que Kenjaku est affaibli. Après ce coup, ayant été coupé en deux, il est certain que Yuki ne se relèvera pas. Elle profite donc de la distraction de Tengen pour délivrer son dernier barreau d'honneur. Cependant, même avec cette manœuvre désespérée, Kenjaku s'en est quand même sorti. Par un coup du destin, le sort inné qu'il a volé à la mère de Yuji était un sort d'antigravité. Tengen, à présent en contact avec Kenjaku, finit donc par disparaître.
absorbé par le maître des fléaux. Au même moment, dans toutes les arènes du Japon, les forces militaires américaines entrent en action et capturent des dizaines d'exorcistes. Pour que le plan de Kenjaku soit achevé, il faut que chacune des barrières soit extrêmement chargée en énergie occulte. Et s'il a conseillé aux États-Unis d'intervenir la nuit, c'est car c'est à ce moment que les fléaux sont le plus actifs. Les militaires vont alors découvrir la monstruosité que représentent les fléaux, dont ils ne pouvaient s'imaginer être réels. Du côté de nos héros, ils sont rapidement pris d'assaut par une escouade armée. Seulement, ce n'est qu'une formalité pour les neutraliser et apprendre la raison de leur venue. Malgré qu'ils soient là pour capturer des exorcistes, Yuji veut quand même les sauver des fléaux, bien que l'ange affirme que c'est inutile, vu que les arènes 1 et 2 de Tokyo dans lesquelles ils se trouvent ont été les plus meurtrières et sont donc déjà chargées en énergie. Cependant, ce n'est pas ça qui va empêcher Yuji de sauver des vies, d'autant plus qu'il n'a aucune confiance en l'ange. Mais Hana, elle, compte bien sauver des soldats, car elle a toujours souhaité être assez digne pour se tenir aux côtés de Megumi, qui, bien qu'il ne s'en souvienne plus, lui a sauvé la vie quand elle était petite. Peu après l'opération de sauvetage des soldats, des civils dans tout le Japon sentent un étrange changement dans l'air. La traque mortelle ayant rempli son but, Kenjaku prépare la fusion des habitants avec Tengen. Nos héros s'étant réunis avec Maki et prenant conscience de la situation, décident donc pour le moment de faire sortir Tsumiki de la traque mortelle pour la sauver. Maki, ayant récupéré dans chaque barrière les points de nos héros, les transfère donc à Megumi qui ajoute une nouvelle règle. Seulement, en rentrant en contradiction avec une autre règle, Kogane la refuse et propose une nouvelle version éligible. Pour qu'une personne puisse quitter la traque, il faut quelqu'un d'autre pour la remplacer et dépenser 100 points pour que ce soit validé. N'ayant pas d'autre choix, nos héros ajoutent donc cette nouvelle règle et Maki part chercher Tsumiki. Une fois auprès de nos héros, Megumi offre donc à sa sœur les 100 points afin de se soustraire à la traque. Sauf que Tsumiki préfère ajouter à la place une nouvelle règle permettant aux joueurs d'entrer et sortir librement des arènes. Celle que Megumi croyait être sa sœur est en fait une incarnée du nom de Yorozu, utilisant son corps avec pour seul but, après 1000 ans d'attente, affronter Sukuna. Nos héros se lancent donc à sa poursuite, quand soudain, Sukuna parle à travers Yuji et, en un instant, prend le contrôle de son corps pour neutraliser l'ange. Sukuna avait, depuis sa première rencontre avec Yuji, passé un contrat avec lui selon 2 clauses. La première est celle de lui permettre de prendre le contrôle de son corps pendant 1 minute s'il prononce les mots en prise éphémère. Et la seconde, que Yuji oublie les termes de ce contrat. En contrepartie, Sukuna ne peut blesser ou tuer personne pendant 1 minute. Le démon arrache alors son propre doigt, car dans ce contrat, Yuji ne s'était pas inclus lui-même. Sukuna saisit alors Megumi afin de lui faire ingérer son doigt de force. Le déchu parvient alors à transférer son pouvoir dans le corps de Megumi, laissant Yuji reprendre son corps avec un visage de terreur. Depuis le début, Sukuna avait décelé en Megumi un grand potentiel. Seulement, pour qu'il puisse prendre possession de son corps, il lui fallait récupérer davantage de puissance par le biais des doigts. Yuji était donc l'outil parfait pour accomplir son but. Sukuna, ayant pris le contrôle total du corps de Megumi, frappe Yuji en un instant pour l'envoyer valser avec une force destructrice. Et d'un mouvement, il invoque Nuée avec une taille titanesque. Sukuna déclenche alors un déluge de foudre sur Tokyo, touchant tous ceux aux alentours. Mais l'ange, ayant repris conscience, compte bien l'éliminer avec son sort à sa puissance maximale. Sukuna se retrouve donc complètement calciné par un halo purificateur. Seulement Hana, ayant des sentiments pour Megumi, ne peut aller jusqu'au bout du processus. Alors quand Sukuna utilise la voix de son hôte, elle le pense sauvé. Mais ce n'était qu'un simple piège pour éliminer Hana
en lui arrachant le bras. Yuji, ayant repris conscience, observant la cruelle scène devant ses yeux, est alors pris d'une rage folle, attaquant Sukuna sans hésiter. Le démon, surpris par la force de Yuji, comprend que notre héros est lui aussi un exorciste appartenant au passé. Dans ce combat, deux visions s'affrontent. Celle de Yuji, ne comprenant pas pourquoi Sukuna ne peut vivre sans causer de souffrance, et celle du déchu, ne comprenant pas pourquoi les faibles s'accrochent autant à la vie, considérant donc leur souffrance comme naturelle. Yuji met donc au défi Sukuna de réussir à le détruire. En un mouvement, notre héros se retrouve donc tailladé de toutes parts. Sauf que Yuji résiste malgré tout à son pouvoir. Sukuna comprend alors que Megumi réduit son énergie occulte de l'intérieur. Dans le ciel de Tokyo, Urome, qui est le serviteur de Sukuna, s'approche du lieu de l'affrontement, tandis que Maki entre en scène pour aider Yuji. Les deux exorcistes comptent donc tuer Sukuna afin de pouvoir le capturer et sauver Megumi. Le duo parvient à tenir tête à Sukuna, qui est bridé à 10% de sa puissance à cause de Megumi. Mais Urome met instantanément fin au combat avec son pouvoir de glace, gelant sur place nos héros. Sukuna rejoint donc son serviteur afin d'accéder au rituel du bain, qui va lui permettre de prendre pleinement possession du corps de Megumi. Mais avant son départ, il souhaite observer le visage de Yuji, qui est empreint, comme à Shibuya, d'un intense sentiment d'impuissance et de désespoir. Chose qui provoque le fou rire du roi des fléaux et de son serviteur, s'apprêtant à prendre pleinement possession du Japon. Merci à vous d'être resté jusque-là, et merci à MyHeritage d'avoir sponsorisé la vidéo. Profitez de 14 jours d'essai gratuit en passant par mon lien en description ou avec ce QR code. Si vous souhaitez voir l'arc final de Jujutsu Kaisen sur la chaîne, c'est à vous de me le montrer dans les commentaires et en partageant un max la vidéo. Sur ce, à bientôt.